Deuxième et dernière partie qui concerne le développement affectif et social de la personne adulte. Dans ce PowerPoint-ci, nous allons parler des styles de vie, des types d'union, du célibat, de la solitude. Quand on parle de solitude, ce n'est pas nécessairement associé au célibat. On peut être célibataire et ne pas se sentir seul, tout comme on peut être en union avec quelqu'un et se sentir seul. On va essayer de distinguer ces concepts-là. Le rôle de parent, le rôle de grand-parent, parce qu'il y a beaucoup d'énoncés dans ce PowerPoint qui traitent de ce qui se passe dans la vie de la personne d'âge mûr. Voilà. À l'âge mûr, on va parler des relations sociales, les amis, les enfants qui sont des jeunes adultes ou des adolescents pour la personne d'âge mûr, dépendamment du moment où ils ont eu dans leur vie, bien entendu, et qui peuvent aussi avoir à gérer des situations avec les parents, leurs propres parents qui sont des gens âgés. Vous voyez? Donc ça fait partie là, des défis de la personne d'âge mûr. La place du travail, les changements qui peuvent se faire au niveau du travail, des réorientations de carrière. Et aussi, en tout dernier point, je vais vous parler du retour aux études chez les personnes d'âge mûr. Et oui, il y en a qui font ce choix-là. Ils ne sont pas en fin de vie, on est à l'âge mûr, à partir de 40 ans, aux alentours de 45 ans. Là. Les styles de vie. Dans les styles de vie, on va parler bien sûr des types d'union, le mariage ou l'union de fait. Quel est le choix? Qu'est-ce que les gens privilégient? Pourquoi on fait ce choix-là de se marier plutôt que de vivre en union de fait? Est-ce que l'union de fait n'est en fait qu'une pratique de vie de couple pour après ça, les personnes se marient? Eh bien, toutes les combinaisons sont possibles. Il y a des personnes qui vont se marier sans avoir vécu ensemble. Il y a des personnes qui vont avoir vécu ensemble très longtemps et jamais n'envisager la possibilité de se marier. D'ailleurs, au Québec, par rapport au reste du Canada, on est la province où il y a un plus haut taux de personnes qui vivent en union libre. On fait ce choix-là. Pourquoi il y a beaucoup plus d'union libre aujourd'hui qu'autrefois? Quand je dis l'autrefois, c'est l'autrefois de mon époque, de mes parents, en fait. Dans les années 60, pour vivre avec quelqu'un, eh bien, on se mariait. On se mariait. Le mariage, oui, c'est pour sceller une union où est-ce que l'amour était présent, on choisit notre partenaire amoureux, mais ce n'est pas tout. C'était aussi pour assurer, dans le fond, la sécurité financière de la conjointe. Oui, dans le modèle traditionnel, l'homme était pourvoyeur et la femme, elle, était à la maison et s'occupait des enfants, de la cuisine, du ménage, du lavage, du reste de la gestion domestique. Voilà, je n'allais pas dire que c'était la domestique, là, mais ça ressemblait un peu à ça. Donc, le mariage permettait d'assurer à cette femme-là que si jamais il se passait quelque chose dans le couple puis qu'il devrait y avoir une rupture, eh bien, elle ne resterait pas sans le sou parce qu'elle va avoir consacré toute sa vie à son mari, à ses enfants. Il se retrouvait sans rien, ça aurait été catastrophique. Alors, il y avait un peu de ça en arrière de ça. Aujourd'hui, eh bien, la majorité des femmes ont aussi un emploi qui est bien rémunéré. Alors, ça n'a plus ce rôle-là de leur assurer une sécurité financière. C'est pour ça que l'union de fait est populaire. Et puis, mais on suggère quand même aux gens qui s'unissent, qui veulent être conjoints de fait, eh bien, de faire un contrat entre eux pour qu'en cas de séparation, justement, on ne se retrouve pas avec des situations problématiques où est-ce qu'un des deux partenaires se retrouve sans le sou parce qu'il n'avait pas prévu ça. Même dans les cas de mariage, on dit quand vous préparez votre mariage, préparez votre divorce. Faites-vous un contrat de mariage solide parce que là, vous entendez bien. C'est le temps là, de dire oui, je t'aime ma chérie, puis oui, je te donne tous mes biens. Ben, pas tout, mais la moitié. On partage moitié-moitié. C'est ça que les gens vont dire. Faites ça au moment où ça va bien. Parce que quand ça va mal aller, là, vous allez vous arracher la tête. Là, ça va être, si c'est écrit dans le contrat, vous allez devoir respecter le contrat. On dit même aux gens, préparez-vous un testament. Les personnes qui sont conjoints de fait, la même chose. Si elles veulent que, en cas de décès, ça revienne à leur partenaire et non aux personnes de la famille, il faut que ça soit inscrit quelque part.
Quand c'est les mariages, eh bien, ça va automatiquement au conjoint en premier. Alors, il y a des choses comme ça à réfléchir qu'on n'a pas toujours le goût de faire quand on est en amour par-dessus la tête. On a l'impression que, bon, on ne fera pas ça tout de suite ou plus tard, on verra. Non. Faites ça quand ça va bien. Vraiment. C'est un peu comme discuter quel nom va porter nos enfants, quel nom de famille va porter nos enfants. C'est bien d'en discuter avant l'arrivée de l'enfant. Chicanez-vous pas quand le bébé est arrivé. Aujourd'hui, les gens se marient plus tard qu'avant. On a l'impression que de toute façon, ils font tout plus tard. On finit les études plus tard, on a des enfants plus tard, mais on se marie aussi plus tard. Donc, on reporte de quelques années. On pourrait dire presque même une dizaine d'années. À l'époque de mes parents, dans les années 60, les gens se mariaient aux alentours de 20 ans. Même ma mère s'est mariée, elle avait 24 ans et on la considérait déjà comme une vieille fille. Oui, parce que, bon, ses cousines se mariaient à 16 ans. Elle en avait 24. Vous voyez, il y a eu un décalage social important entre cette époque-là et notre époque à nous. Qu'il s'agisse d'union de fait ou de mariage, la façon de fonctionner à l'interne peut être extrêmement diversifiée d'un couple à l'autre. Vous avez sûrement déjà entendu parler des personnes qui parlent de couple ouvert. Couple ouvert, c'est on se donne la permission d'aller fréquenter d'autres personnes dans le cadre, ça peut même être le cadre affectif et sexuel, ou uniquement sur un rapport qui touche la sexualité, les échangistes par exemple, où est-ce qu'on n'établit pas de relation affective avec le partenaire avec qui on échange juste sur le plan sexuel, et il y en a d'autres qui vont aller au-delà de ça et vont vraiment avoir des relations affectueuses, affectives. Il y avoir un certain engagement vis-à-vis des partenaires dans le couple ouvert. Dans ces cas-là, c'est là qu'on va parler du fameux polyamour. C'est très complexe, ça peut être jouissif dans les débuts de ce type de relation-là parce que là, tous les gens se font confiance, mais rien n'empêche qu'il peut s'allumer à travers de tout ça des rivalités, de la jalousie et vivre au bout de tout ça, ce beau rêve de perfection amoureuse. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil et tout le monde s'aime. Ça peut entraîner de grandes désillusions. Il ne faut pas oublier que quand on embarque dans ce genre de nouveau mode, si on veut, de vie de couple, de famille, les enfants ils sont impliqués. Et à chaque fois qu'il y a une personne qui rentre de façon significative dans la vie d'un enfant, on ne peut pas l'exclure sans mesurer l'impact que ça va avoir. Dans quelle mesure cet enfant-là était attaché à ce partenaire-là qui occupait une place dans leur vie aussi, puis comment qu'elle est nommée à ce moment-là dans leur vie. Alors c'est ça, on voit des couples qui vivent, oui, sous le même toit. On voit des couples qui vivent sur le même toit, mais qui ne dorment pas ensemble. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des relations sexuelles. Ils vont avoir des relations sexuelles, mais ils vont avoir chacun leur petite bulle, leur chambre. Il y a des couples qui vont vivre dans chacun leur maison et qui vont aller d'une maison à l'autre. Ça, on va voir ça plus fréquemment dans des couples où est-ce qu'il y a des jeunes enfants et que la recomposition familiale, elle est difficile. C'est toujours ce que les gens souhaitent quand on recompose une famille, que ça aille bien. On ne veut pas que ça soit difficile. Je reformule ce que je suis en train de dire. Mais parfois, il y a des incompatibilités. Alors, chacun préfère rester chez soi et quand ils n'ont pas la garde des enfants, ils se retrouvent en couple dans une maison ou dans l'autre. L'éventualité, le but ultime pour beaucoup de ces couples-là, c'est de se retrouver, oui, mais une fois que les enfants vont être autonomes, ils vont être sortis du nid. Jusqu'à ce que ça arrive, il y a beaucoup d'eau qui va avoir coulé sous les ponts. Alors, ces nouveaux couples-là, dans la recomposition, c'est aussi des couples qui sont très fragiles. Vu qu'on a dit qu'un mariage sur 2 se terminait par un divorce, c'est encore plus fréquent que le deuxième mariage entraîne le divorce. Donc, tout est possible. Il y a des unions qui vont être aussi des unions où des personnes ne sont pas du même âge. Du même âge, il peut y avoir un écart d'âge même quand même assez important. On dit l'amour n'a pas d'âge. Ça aussi, ça modifie la dynamique du couple.
Que dire maintenant des couples de même sexe? Eh bien, ce qui est remarquable, c'est que du côté des homosexuels, le nombre de mariages a augmenté, alors que du côté des hétérosexuels, le nombre de mariages a diminué. C'est un peu logique. Ça fait pas si longtemps que ça qu'on accorde le droit aux homosexuels de se marier. Et encore là, c'est pas dans tous les pays. Au Québec, oui. Mais c'est assez récent. Alors, pour les homosexuels, c'est un gain important de reconnaissance sur le plan social. De là, possiblement, l'augmentation du choix que font ces couples-là de s'unir. Et bon, comment fonctionne un couple homosexuel? C'est comme un couple hétérosexuel. Il y a des grandes joies, il y a des tensions, et qu'est-ce qui va faire que la relation va durer dans le temps? C'est un engagement réciproque l'un par rapport à l'autre. Les mêmes critères de l'amour complet de Sternberg vont se retrouver dans le couple homosexuel. La seule distinction qu'on a pu établir à travers les recherches, c'est au niveau de la sexualité. En fait, les couples gays, chez les hommes finalement, la sexualité est beaucoup plus présente dans la relation. En fait, l'expression de l'amour à travers la sexualité va se retrouver beaucoup plus présente que chez les couples lesbiens. Chez les lesbiennes, la sexualité est ils sont moins centrés sur les rapports sexuels que les homosexuels mâles, j'allais dire. Bon, c'est pas l'orientation comme telle qui est en jeu là-dedans. On reconnaît plus les caractéristiques qu'on attribue aux femmes et aux hommes. Parce que quand on pose les questions aux femmes hétérosexuelles, on remarque qu'elles, dans le rapport sexuel, la tendresse va prendre beaucoup de place. La communication, la génitalité est moins présente. C'est à peu près ça. Je pense que je commence à me faire comprendre, là. Tandis que chez les homosexuels hommes, un peu comme l'homme, la génitalité est très présente dans l'activité sexuelle du couple. Le célibat. C'est quoi être un célibataire? Une célibataire? Ben, c'est quelqu'un qui n'a jamais été marié. C'est quelqu'un qui a été marié et qui est divorcé. C'est quelqu'un qui a vécu avec une autre personne en union libre et qui s'est séparé. Mais c'est quelqu'un qui vit seul. Voilà. Qui vit seul chez lui, ou qui vit seul chez ses parents, ou qui vit seul avec un coloc, une coloc, 2-3 colocs. Il n'y a pas d'union exclusive engagée avec quelqu'un. C'est ça le célibataire, la célibataire d'aujourd'hui. Il y a plusieurs années, on a ajouté aux célibataires les personnes qui s'engageaient dans les ordres, par exemple, religieuses, voilà, qui faisaient partie aussi des catégories de célibataires. Il y en a encore aujourd'hui, mais beaucoup moins qui font ce choix-là. La proportion de célibataires au Québec, elle se situe approximativement à 29,2 %. Ça, c'est pour les personnes qui sont âgées entre 29 et 54 ans. Ces personnes-là qui sont célibataires, il y en a que c'est vraiment par choix. Et il y en a d'autres que c'est par dépit. Donc, elles souhaiteraient bien vivre autre chose que le célibat. Bon, il y en a qui choisissent d'être célibataires. Pourquoi? Ben parce qu'ils apprécient la liberté. C'est ça qu'ils vont nommer en premier. Liberté, c'est je fais ce que je veux quand je veux, j'ai pas de compte à rendre à personne. Il y a des gens qui vont donc choisir le célibat après avoir été en couple et puis ils ont ressenti ça, ils ont vécu ça vivre ça comme de la contrainte. Et ils sont devenus à partir de ce moment-là décidés de rester célibataires. On dit le temps que ça prendra. Voilà. Il y en a aussi que c'est parce que, bon, les couples qui se sont retrouvés, avec qui se sont trouvés, les gens avec qui ils se sont retrouvés, ils ont vécu une grosse peine d'amour, une séparation non choisie. Ce que ça fait pour la personne qui est quittée, eh bien, ça la met beaucoup plus réticente à rencontrer à nouveau parce que la souffrance, ça peut être encore très présente. Puis on dit, ben, le temps de se reconstruire après ça, apprendre à revivre seul avec soi-même, tout ce temps de reconstruction-là peut être plus ou moins long. Et une fois que ça c'est fait, bon nombre d'entre eux choisissent de rester célibataires parce qu'ils se disent que c'est tellement plus facile aussi. Donc, il y a toutes sortes de portes d'entrée vers le célibat, une porte de sortie, ça nous dirige vers le célibat.
mais apprécier sa liberté pour pouvoir voyager, pouvoir s'investir à fond dans sa carrière, dans un projet de carrière aussi, ou dans de nouvelles études. C'est beaucoup plus simple quand on n'a que soi à s'occuper. Mais le célibat, il y a des bons côtés, mais il y a aussi des mauvais côtés. Ça peut entraîner aussi un sentiment de solitude. Les célibataires peuvent vivre l'intimité, bien sûr, même de l'intimité sexuelle, sans être en relation officielle avec quelqu'un. Ils ne sont pas engagés vis-à-vis de cette personne-là. Donc, vivre des relations sexuelles, ça fait partie quand même de leur vie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui se passe dans leur vie sexuelle, mais c'est ça, il n'y a pas d'engagement. C'est ce qu'ils souhaitent, en tout cas, pas à ce moment-ci de leur vie. Puis il y en a que parfois, au fil du temps, ils se sentent prêts puis peuvent s'engager avec la personne qui côtoie, des fois, au bout de plusieurs années. Et puis il y a des célibataires qui se côtoient dans le même domicile. C'est des colocs, puis qui ont des relations sexuelles occasionnelles. Ça fait comme partie du contrat, mais il n'y a pas d'engagement officiel l'un par rapport à l'autre. Ils gardent beaucoup de liberté. Vous voyez, tout est possible. Ça peut être difficile parfois de s'imaginer comment c'est vécu par quelqu'un d'autre, mais il faut toujours faire référence à ce qui a été vécu avant. Quand la personne fait le choix d'être célibataire, c'est peut-être parce que la vie de couple lui a entraîné beaucoup de déceptions. Il ne faut jamais oublier ça. Ou que, tout simplement, c'est vraiment pour la voie de l'épanouissement pour cette personne-là. Ma sœur aînée, elle est célibataire, elle a toujours été célibataire. Et c'est une personne qui voyage, c'est une personne qui bien sûr, elle a son autonomie financière. Oui. Donc, elle a toujours été célibataire, elle n'a jamais eu d'enfant. C'est pas une personne égoïste. Des fois, c'est ça le regard que les gens vont poser sur la personne qui est célibataire. Elle n'est pas égoïste. Moi, je dis, elle prend soin d'elle. Elle réalise des projets, puis des projets vraiment incroyables. Sa vie, c'est comme ça qu'elle la voyait, qu'elle la planifiait, puis c'est comme ça qu'elle la vit encore aujourd'hui. Elle est très épanouie, mais elle n'est pas seule. Célibat n'égale pas nécessairement solitude. Elle est entourée de gens, et majoritairement, oui, ce sont également des célibataires qui font partie de son cercle d'amis, puis ils partagent des expériences sportives, de loisirs, et tout ça ensemble, des voyages, et tout ça. Donc, elle sent sa vie est complète de cette façon-là, elle est très heureuse. Alors oui, on peut être heureux même si on est seul. Il y en a d'autres, cependant, c'est par dépit. Donc, voudraient que ça change, désiraient remédier à cette situation-là, mais ne trouvent pas le partenaire ou la partenaire idéale. Plus la personne avance en âge et plus ses critères deviennent importants. Plus la personne a vécu des relations, puis elle a vécu des déceptions. Elle a vécu des déceptions, mais elle a eu des relations qui sont très satisfaisantes, qui se sont terminées, ou ça peut être suite au deuil du conjoint. Les exigences sont de plus en plus élevées et de trouver la personne parfaite, c'est impossible. Alors, avant de s'engager, les personnes peuvent passer un très long moment à vivre leur célibat et jusqu'à ce qu'ils tombent sur la perle rare. Il y en a des gens qui disent « mon âme sœur ». Ça, j'ai de la misère un petit peu avec ça, là, parce que dire ton âme sœur, on est combien sur la planète, combien de milliards? C'est-tu possible qu'il y ait juste une personne qui soit là? Puis t'es chanceux, hein? Tu l'as rencontré en Abitibi-Témiscamingue, à Rouyn-Noranda, dans ton petit village de Bellecombe. Je dis ça de même, là. Non, c'est pas moi, là. C'est pas arrivé. Non. Mais non, de trouver... En fait, la personne qui va entrer dans la vie d'une célibataire de longue date ou d'un célibataire de longue date, c'est parce que cette personne-là va être prête à accueillir quelqu'un dans sa vie et puis elle va rayonner, va être confiante en elle-même et il n'y aura pas de lien de dépendance ou de codépendance qui va s'installer. Ça va être basé sur les affinités. C'est un peu comme ça. Puis il n'y a rien qui dit qu'éventuellement, ça ne va pas se retrouver devant l'autel. Et oui, il peut y avoir des mariages. Même chez nos célibataires endurcis qui se disent « jamais pour moi ». On ne dit jamais, jamais. Tout comme ceux qui disaient « moi, je me marie, c'est pour la vie, c'est pour toujours ». On ne peut pas plus dire toujours que dire jamais. Ou rencontrer la personne qui va devenir l'élu de notre cœur. Eh bien,
société dans laquelle nous vivons aujourd'hui nous offre des moyens incroyables et multiples de rencontrer des gens. Vous le savez, les réseaux sociaux, c'est la porte d'entrée pour beaucoup de personnes pour faire des rencontres. Autrefois, avant justement l'avènement des réseaux sociaux, comment on rencontrait? On rencontrait dans les bars, on rencontrait grâce à nos amis, lors de soirées, on nous présentait à quelqu'un, on participait à des séances de speed dating, ça c'était devenu à la mode à un moment donné, avant l'avènement d'Internet, il y avait ça. Les petites annonces, eh oui, les sites de rencontres, c'était les petites annonces, ça passait dans les journaux. Là, on a bien remplacé les journaux par nos différents sites Internet. Alors maintenant, c'est ça, il y a beaucoup accès. On peut encore rencontrer par hasard, lors d'un voyage, rencontrer quelqu'un dans l'aéroport. Ça peut être lors d'une activité de formation à l'extérieur de ta ville. En déménageant dans une autre ville, par hasard, à l'épicerie, ça c'est toujours l'image qu'on a. On dit dans le rayon des légumes, en choisissant un concombre. C'est la blague qu'on dit habituellement. Oui, encore des rencontres qui vont se faire de cette façon-là, mais les gens ont en tête qu'une des voies les plus rapides, c'est de passer par les réseaux sociaux. Et c'est un fait, c'est ce qui se passe. Mais est-ce que ça garantit l'établissement d'une relation qui va être sur la durée et la satisfaction dans ces rencontres-là? C'est de ça dont je vais vous parler. Dans la série documentaire où est-ce qu'on parle de l'amour au temps du numérique, on voit la place qu'occupent les nouvelles technologies dans la quête de l'amour. On voit aussi que les modèles relationnels ont changé énormément. Ce qui concerne la fidélité, le nombre de partenaires, la durée des relations, le pourquoi des relations, tout ça est vraiment nommé à travers les choix de partenaires que les gens font quand ils s'inscrivent à des sites de rencontres, par exemple, ou font appel à des applications où c'est rapide, où tu peux voir dans la même soirée 1, 2, 3 personnes. Puis pourquoi? Ben, pour avoir des relations sexuelles, simplement pour échanger, pour voir s'il y a possibilité d'établir un lien. Donc, ça fait partie des nouvelles façons de fonctionner. L'aspect positif des réseaux sociaux, c'est de donner l'occasion aux personnes de se rencontrer, de parler, de se voir. On va se voir sur Skype, on va être capable de se parler avant même de se rencontrer physiquement. Et quand la rencontre se fait physiquement, ben c'est là qu'on voit ça passe ou ça casse, ça clique ou ça clique pas. Bon, le dévoilement est plus facile quand tu es à distance à ce moment-là. Même si tu n'es pas à l'écran, beaucoup vont privilégier de le faire par écrit dans ces modes de rencontre-là. Un petit échange coquin qui fait qu'à un moment donné, là, on y va en gradation. Et le dévoilement se fait beaucoup plus facilement et plus rapidement, je vous dirais. Parce que ça peut se faire facilement aussi quand on rencontre quelqu'un sans passer par ce mode-là. Donc, c'est ça, c'est que ça se fait plus rapidement. Donc, on peut apprendre à se connaître avant de se voir. Et encore, est-ce que ça garantit que on va former un couple? Non. La problématique qui a été nommée par beaucoup de gens, puis ça aussi, même dans ma clientèle, ça a été nommé la déception par rapport aux rencontres qui sont faites par rapport aux sites, que ce soit Tinder, Badoo, etc. C'est que les personnes se décrivent d'une certaine façon, et puis quand on les voit, eh bien souvent ça ne correspond pas à ce qu'ils avaient écrit, qu'ils avaient mis dans leur description. Il y en a même qui vont se faire un faux soi. C'est pas un faux profil, parce qu'il y a aussi, oui, il y a aussi des faux profils, je vais vous en parler. Un faux soi, vont prendre une photo d'eux, oui, une photo réelle d'eux, mais il y a plusieurs années. Alors, il peut y avoir des déceptions quand on voit la personne, on dit pourquoi elle a joué sur son image comme ça pour m'attirer alors qu'elle ne correspond plus à l'image d'il y a 20 ans. Bien, dites-vous bien que ces personnes-là ne le font pas nécessairement consciemment. L'image qu'ils avaient d'eux il y a 20 ans, pour eux, elle est encore là. Ils ont pris la meilleure photo d'eux. Vous savez, on ne se voit pas vieillir dans notre miroir tant que ça. Et si ça, c'est leur photo préférée, bien, ils l'ont mis là, pensant que c'est encore ce qu'ils projettent. Fait que là, on ne va pas tout le temps
pointer du doigt les personnes qui ont fait qui ont modifié un profil, leur profil, pour avoir l'air plus attirant, finalement. L'autre déception qu'il y a par rapport aux rencontres faites via Internet, c'est que déjà, on se retrouve en situation, un peu comme même à l'époque du speed dating, on se retrouve en situation où est-ce qu'on a fait un choix d'une personne à rencontrer et notre objectif est dès cette première rencontre-là de savoir est-ce qu'on se plaît? Est-ce que c'est possible? Ça enlève beaucoup de toute la dynamique de séduction qui se serait retrouvée en temps normal dans une situation spontanée. Vous vous êtes inscrit à un marathon. Youpi! Il y a plein de marathoniens autour de vous. Ah, youpi! Voilà. Et puis là, vous rencontrez quelqu'un. Vous avez déjà un point commun, c'est le marathon. L'échange se fait par rapport à votre passion, à votre mise en forme. Après ça, les échanges vont se faire. Donc, c'est comme le hasard qui vous a placé l'un avec l'autre. Et puis là, la flamme peut s'allumer. Le but, quand vous êtes allé au marathon, n'était pas de rencontrer quelqu'un et de former un couple. C'était de faire le marathon. Vous voyez? Tandis que quand on prend un rendez-vous avec quelqu'un, parce qu'on a appliqué sur un site de rencontre, puis qu'on a fait un match parfait, c'est tout de suite de se dire, moi là, je t'en manque d'amour, là, puis j'aimerais que tu sois mon amour et que je sois ton amour. Puis c'est ça qu'on veut voir tout de suite, si ça marche. Les téléréalités qui vont dans ce sens-là, c'est aussi ce qu'on propose aux gens. On dit, regarde, on va te mettre dans une situation, puis c'est ici que tu vas rencontrer l'amour. Le but de tout le monde ici est de rencontrer l'amour. Quand est-ce que ça a fonctionné sur le long terme? C'est rare. Je ne vous dis pas que ça n'arrive pas. C'est pas vrai parce que j'ai un ami qui a un ami. Il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un. Moi, je ne connais pas personnellement. Mais oui, qui a rencontré sa conjointe. Ils sont mariés aujourd'hui et il l'a rencontré sur Elite Single. Fait que bon, tu dis, bon, ben c'est des élites, ça doit être encore mieux. Je pense pas que ça a vraiment rapport. Ça arrive, oui. Mais il y a beaucoup d'essais et erreurs dans cette démarche-là. Puis des fois, les gens, ils sont blasés de ça. C'est quoi les aspects négatifs des rencontres comme ça? Ben, c'est énergivore. Ça prend beaucoup de temps et d'énergie. C'est chronophage aussi. Ça, c'est le temps, le temps mange, et énergivore. Parce que, bon, il faut que tu prépares ton profil, tu choisis tes photos de profil, tu choisis qu'est-ce que tu vas dire, parce que c'est ça. Il faut que tu te vendes. Déjà, de se voir comme ça, j'affiche moi comme un produit que les gens vont choisir. On veut pas être personne ne veut être un produit à rabais. Hein? Tu vas te présenter sur ton meilleur jour, puis comme ayant beaucoup de valeur. Donc, puis tu vas aussi passer beaucoup de temps à étudier les profils des autres personnes. Vous allez avoir des exigences par rapport à ça. Ah, s'il ne met pas de photo, moi, je ne veux rien savoir, c'est parce qu'il ne doit pas être honnête. C'est-tu vrai? C'est-tu pas vrai? Ça doit être parce qu'il est bien laid. Et puis, c'est ça. On filtre ces choses-là. L'apparence physique est très importante. C'est la porte d'entrée pour faire un choix. C'est pour ça que la question d'avoir une photo, pour beaucoup de gens, elle est nécessaire. Mais ce que ça veut dire que les gens qui ne mettent pas de photo, c'est parce qu'ils sont pas beaux, tu sais pas, tu les as pas choisis. En tout cas, l'étude de profil te prend du temps. Et puis, le temps de réponse aussi. Il y en a qui se sont inscrits et puis finalement, ils vont pas vérifier qu'est-ce qui se passe. Ils s'étaient inscrits un soir comme ça parce que des amis ont dit. Puis il y en a que c'est leurs amis qui les ont inscrits puis ils ne sont jamais allés voir qu'est-ce qui se passe là. Donc, si quelqu'un te plaît puis tu n'as pas de réponse, ben tu peux vivre déjà une déception. Et puis, rencontre décevante, eh bien, c'est ça, que la personne, finalement, ne correspond pas du tout au profil. Elle n'a pas l'énergie qu'il y avait dans l'écriture. Puis, n'oubliez pas qu'il y a les fameux faux profils, donc des personnes qui vont mettre des fausses photos, c'est pas eux. Puis, leur intention est beaucoup plus de profiter des personnes, puis même ça peut être profiter financièrement des personnes. Il y a des gens qui ont été piégés grâce, c'est pas grâce pour eux, c'est pas le fun, là, mais ceux qui ont extorqué de l'argent de personnes qui s'étaient inscrits dans des sites de rencontres comme ça, pour eux, ils disent « Yes, merci beaucoup, Elite Single, de m'avoir permis de
d'extorquer cette dame-là. D'ailleurs, on dit, est-ce qu'il y a des sites plus sécuritaires que d'autres? Je ne le sais pas. Je ne sais pas du tout. Mais il y en a que ça va être leur trip, leur plaisir, c'est de se faire un faux profil pour attirer les gens. Puis en même temps, ça peut rendre la personne encore plus dépressive. Quand tu vois que tu as ton profil réel où tu n'as pas de demande, mais ton faux profil avec la personne que tu essaies de projeter beaucoup plus intéressante que toi, ça ne fait pas augmenter ton estime personnelle. Ça peut t'amuser au début, puis te dire « Ah, c'est ça qui plaît aux gens, mais je ne suis pas ça, donc si je ne suis pas ça, je suis encore moins que rien. » Donc, c'est pas toujours... Il n'y a rien de positif du fait de se créer un faux profil, et il n'y a rien de positif d'être comment dire, un hameçon, là. En tout cas, à hameçonner, en tout cas, vous savez qu'est-ce que je veux dire, là? Accroché par quelqu'un, comme après un hameçon, avec un faux profil. Voilà, c'est dit. Que dire de la solitude? Tantôt, je vous ai parlé des célibataires. Il y a des célibataires que leur vie est très remplie parce qu'ils ont beaucoup d'amis, c'est la famille, ils sont impliqués dans toutes sortes d'activités, toutes sortes de réseaux sociaux, dans le bénévolat, ne vivent pas la solitude, même s'ils n'ont pas de partenaire amoureux. La solitude, donc, qu'est-ce que c'est au juste? Eh bien, c'est un état de manque et d'insatisfaction résultant de la non-correspondance entre le genre de relation sociale que nous souhaitons et celle que nous avons. Et oui, donc je voudrais avoir des gens autour de moi et je n'en ai pas. Même quelqu'un qui pourrait être en couple peut souffrir de solitude. Mais il est en couple. Mais s'il n'y a pas une belle complicité avec son partenaire n'est pas là pour lui autant qu'il le souhaiterait. Parce que ça peut être quelqu'un qui travaille beaucoup, qui est beaucoup à l'extérieur, qui est plus investi dans son travail que dans sa vie de couple, et que cette personne-là n'a pas non plus d'amis, elle a un travail très solitaire. Ben, solitaire, solitude, il y a un manque quelque part. Donc, c'est ça qui va faire vivre ce sentiment de solitude-là chez la personne. Je n'ai pas ce que je souhaiterais avoir en termes de relations. Puis de relations, ça peut être des relations intimes. Quelqu'un peut avoir beaucoup de relations superficielles et vivre de la solitude. Parce que dire salut, chummy, des collègues de travail restent collègues, des connaissances autour, mais le soir, rendu chez lui, il se retrouve seul. Il n'y a personne à qui parler de comment a été sa journée, d'en parler en toute honnêteté, en toute confidence. Ça n'a pas bien été, ou je suis fière de moi, il n'y a personne à qui le dire. Cette personne-là va souffrir. C'est cette personne-là qui va dire qu'elle souffre de solitude. J'aimerais pouvoir partager ça. Ici, je vous ai mis une image d'un film qui s'appelle Lars et l'amour en boîte. C'est justement un célibataire qui vit énormément de solitude. Et pour combler sa solitude, il s'est commandé sur Internet une real doll, une poupée qui a l'air réelle. Et puis, c'est un film qui est humoristique, c'est touchant, puis en même temps, c'est surréaliste, là. Il montre qu'il est vraiment en amour avec cette poupée-là. Et il y a un petit dérapage psychologique qui fait qu'il parle d'elle, il l'appelle Virginia, me semble, comme étant vraiment une femme, une humaine. Puis là, c'est ça. Là, on les voit, il est en train de la présenter à son frère et sa belle-sœur. Puis eux autres, ben, sont comme tout étonnés. Il était convaincu qu'il fréquentait une réelle femme, mais non, c'était une catin. Puis à un moment donné, tout le village s'en mêle, tu sais, pour l'accepter, pour éviter sa dépression, accepter la catin. Puis en tout cas, je rappelle la catin, là, mais je vous dirai pas tout qu'est-ce qu'il y a là-dedans, mais c'est un film, moi, je l'ai trouvé adorable. J'ai trouvé ça ingénieux. Si jamais vous pouvez mettre la main là-dessus, vous avez le goût de vous divertir à la fin de la session, écoutez ça. Vous allez comprendre comment les gens, certaines personnes résolvent leurs problèmes de solitude. C'est une petite parenthèse. La solitude, c'est un peu comme quand on parlait du célibat, il y a la solitude qui est choisie, puis il y a la solitude qui est subie. La solitude choisie, c'est positif. Donc, c'est un temps que les personnes vont prendre pour s'isoler, puis c'est un temps qui va être agréable. Parce que la personne, elle s'occupe d'elle, c'est pour se ressourcer, c'est pour se détendre.
si je décide de partir en voiture, puis de me louer une chambre d'hôtel dans Charlevoix, parce que je veux profiter des décors et tout ça, puis je veux prendre ce temps-là pour écrire un roman, c'est un temps de solitude. Même si je me fais accompagner par mon chien, c'est pas un être humain. Je me l'offre à moi, ce moment-là, c'est ressourçant, puis après ça, bon, je retourne dans le tourbillon de la vie. C'est positif. La solitude subie, là, c'est autre chose. Là, c'est que tu trouves pas de personne pour t'accompagner alors que tu aurais le goût d'être avec quelqu'un, tout simplement. Parler, juste parler au téléphone. Tu as le goût de, justement, de faire un petit voyage. Toi, tu as le goût de t'évader, mais tu ne veux pas t'évader seul. Tu aimerais pouvoir échanger avec quelqu'un. Pour toi, c'est positif. Et vous savez, il y a des personnes qui ont un plus grand besoin de solitude que d'autres. Il y a des gens qui tolèrent beaucoup plus facilement la solitude, même la solitude subie par moment, que d'autres. On est tous très différents. L'important, c'est que d'être capable de transformer ces moments-là de solitude en quelque chose de productif. Ne pas rester dans l'attente. Une personne qui vit bien sa solitude ne voit pas le temps passer. Une personne qui le vit mal, eh bien, elle, pour elle, le temps est extrêmement long. Qui souffre le plus de solitude? On a longtemps pensé que c'était les personnes âgées qui souffraient de solitude, mais non. Ce sont les gens, les jeunes adultes, entre 18 et 25 ans, on pourrait même dire 18 et 29 ans. Pourquoi? Parce qu'eux se comparent à d'autres personnes autour d'eux, leurs amis, qui sont en couple, qui ont des enfants, qui attendent des enfants, qui perçoivent comme ayant une vie sociale épanouissante. Si eux sont seuls, c'est beaucoup plus souffrant. C'est un moment de la vie où on devrait être plus en ébullition sociale. La personne âgée, elle a eu ces moments-là d'ébullition sociale. Quand elle avance en âge, elle vit des pertes, oui, parce qu'il y a des gens qui décèdent autour d'elle, des parents, des amis, même il y en a que c'est leur enfant qui décède avant eux, mais ils ont déjà ressenti toute la vitalité d'être entourés de plein de gens. Alors, pour eux, c'est moins souffrant que la personne qui est à la recherche de combler ce manque de solitude-là. Puis on dirait, plus il y a l'impression qu'il avance, plus dans la réalité, il s'éloigne de son objectif de rencontrer des gens. Pourquoi, en s'avançant vers les autres, on peut s'éloigner de notre objectif de combler notre solitude? C'est que les moyens que les personnes prennent pour atteindre les autres, ce ne sont pas des bons moyens où ils vivent de grandes déceptions. Si à travers les médias sociaux, comme j'en parlais tout à l'heure, ils font des rencontres et que ces rencontres-là se veulent décevantes les unes après les autres, où les personnes qui rencontrent ne veulent pas d'engagement à long terme alors que c'est ça que cette personne-là souhaiterait, eh bien, elle devient désabusée. Elle a l'impression que c'est ça. Au lieu d'avancer, elle recule de plus en plus, puis ça diminue son estime personnelle. Elle considère qu'elle n'est pas aimable. On ne veut pas d'elle parce qu'elle n'a pas ce qu'il faut pour être attirante et être aimée. Ça peut devenir très, très négatif, des démarches à travers les réseaux sociaux qui se veulent infructueuses, qui ne répondent pas en tout cas à nos attentes. On reste dans la solitude dans ce temps-là. Le rôle de parent. Eh bien, je ne peux pas en une diapositive vous expliquer ce qu'implique le rôle de parent. Ça prendrait beaucoup plus que ça, parce qu'il y a tellement de dimensions, il y a tellement de volets positifs et des volets aussi négatifs qui se retrouvent associés au fait de devenir parent. Ce que je peux vous dire cependant, c'est que c'est un rôle qui doit être choisi pour être épanouissant. Il y a des personnes, oui, qui n'ont pas choisi de devenir parents, mais c'est arrivé, qui peuvent s'épanouir aussi. Mais disons que l'idéal, c'est vraiment d'avoir le désir de l'enfant et puis d'essayer de s'engager consciemment dans cette voie-là et d'être prêt. C'est pour ça qu'on dit les gens, ils reportent. Hein? On retarde à plus tard l'arrivée du premier enfant aujourd'hui parce que pour bon nombre de ces jeunes adultes-là, on veut lui assurer un bel avenir. Puis on veut aussi que ça soit agréable pour nous. Donc, on va se dire, ben, je veux avoir un travail qui est
qui est stable, donc des revenus stables, être bien installé, être avec le bon partenaire, ça peut faire partie des conditions gagnantes pour ces personnes-là, de dire, ben, je vais avoir des enfants. Et on a remarqué aussi que il y a moins d'enfants. Aujourd'hui, il y a moins d'enfants qu'autrefois. Les familles de 15, c'est beaucoup plus rare. 13, 15, même 6. Moi, j'en ai eu 6. Et puis, c'est comme, on se demande si je n'étais pas dans une secte religieuse, là. Non, c'est la vie qui fait ça. Donc, bon, quand tu prends une décision d'avoir des enfants, il faut aussi que tu prennes la décision de pouvoir les soutenir dans leurs projets pour devenir autonomes, des adultes autonomes. Donc, on pense aux études, on pense à ce que ça va coûter. Hein. C'est beaucoup ça qui mijote en arrière de ça. Est-ce qu'on a aussi l'énergie émotionnelle? Est-ce qu'on a du temps à leur accorder? Si ma profession prend toute la place, qui va s'occuper de mon enfant pendant que moi, je travaille? Combien de temps de qualité je peux lui donner? Donc, c'est un rôle important auquel il faut réfléchir. Il y a des personnes qui vont même choisir d'être parents sans même avoir de conjoint. C'est un désir profond de devenir parent et puis ils vont choisir de le vivre et ça peut faire d'excellents parents. Tu vois, mais ils sont tout seuls, il y en a juste un. C'est un monoparent. Il n'y a pas de père, cet enfant-là. L'important, c'est pas d'avoir un père, c'est d'avoir des référents autour de cet enfant-là, qui peut être un référent de l'autre sexe. Et quelqu'un qui est présent, puis qui va être un modèle pour cet enfant-là aussi. Mais une personne peut élever seule son enfant. C'est quand même plus difficile quand on y pense, être seul à gérer gérer la maisonnée. T'en es 1, 2, 3. J'ai eu une étudiante il y a quelques années, c'était ça. Elle avait 3 enfants. Il n'y a aucun père, il y a un père biologique, mais le père biologique, elle ne les connaissait pas parce qu'elle a fait affaire avec des banques de sperme. Et c'était vraiment son choix. Elle était très heureuse. Pour elle, c'est comme ça. Elle avait quand même des compagnons, mais les compagnons ne vivaient pas chez elle. Ça aussi, c'est des choix de modèle. Elle a eu des compagnons qui ont passé dans sa vie, mais pour elle, je suis mère, c'est mes enfants, c'est moi qui prends les décisions par rapport à mes enfants, à leur éducation. Puis, mais ça n'a pas toujours été évident. Je n'ai pas su dans les détails comment ça fonctionnait dans sa vie, là. Mais quand tu choisis, tu vas être bien. Le lien que j'ai mis ici, c'est un reportage qui est dans la série Enjeux. On nous parle de l'andropause et du démon du midi. Pourquoi j'ai décidé de mettre ça dans cette diapositive-là? Eh bien, c'est que le rôle de parent, il a été joué par des personnes dans ce reportage-là en âge avancé, tardif si vous voulez. Des hommes qui avaient déjà une famille et qui ont choisi de refaire l'expérience, de repartir avec des bébés à un âge mûr, donc dans la quarantaine avancée, cinquantaine. Vous allez voir que c'est un défi qui va au-delà de ce qu'ils avaient espéré. C'est plus difficile que ce qu'ils pensaient. Pas de place pour les regrets, mais disons que ces personnes-là nomment très clairement que c'était un choix qui aurait pu ne pas être. C'est à peu près ce que je peux dire. Qu'est-ce que l'âge mûr? Ben, c'est une période de transition, un peu comme l'adolescence, mais les défis sont différents. C'est une étape particulière parce qu'il y a des normes qui sont propres à l'âge mûr, il y a des rôles qui sont joués, il y a des défis qui sont associés à l'âge mûr. On ne voit plus l'âge mûr comme étant le début de la vieillesse. Non, c'est vraiment comme une étape dans laquelle la personne, elle est forte. Elle est forte, elle est stable, mais aussi, elle est aux prises avec des dilemmes importants dans sa vie, du fait qu'elle est la génération sandwich. Ça fait drôle à dire, hein, sandwich? Oui, elle est en sandwich entre ses adolescents, ses jeunes adultes et ses parents âgés. Donc, elle doit prendre encore soin de ces adolescents qui se dirigent vers l'âge adulte, donc ils ont besoin de fournir beaucoup de soutien, mais aussi leurs parents qui avancent en âge, qui eux commencent à avoir plus de difficultés au niveau même de leur autonomie, des fois même sur le plan financier, donc ils doivent être là pour les parents. Donc,
ils se sentent tiraillés un peu, doivent aussi penser à eux puis préparer leur retraite. Donc, on voudrait que le calme s'installe, mais on est demandé d'un côté comme de l'autre. C'est la particularité de l'âge mûr. On va parler d'Erikson. Vous vous rappelez que la crise du jeune adulte, c'était celle qui marquait l'intimité ou l'isolement? Eh bien là, on se retrouve à l'âge mûr à vivre la générativité comparativement à la stagnation. Stagnation, ça veut dire ça ne bouge pas. Pensez à un marais avec des nénuphars. Il n'y a pas de vague là, qui se passe, là. On est immobile. Générativité, au contraire, on est dans l'action. Comment ils voient ça? Bon, on doit toujours avoir un petit peu de stagnation. Vous savez, c'est toujours le petit bout négatif, mais beaucoup de positif. Donc, on doit être dans l'action, mais on doit aussi trouver des temps d'arrêt pour nous-mêmes, puis on ne change pas tout, on ne chamboule pas tout. Donc, c'est la période caractérisée par l'émergence d'un sentiment de vide et d'une quête de sens, ainsi que par le désir de laisser sa marque et de s'occuper de la génération qui suit. Ça, c'est la générativité. S'occuper de la génération qui suit, c'est la générativité, tandis que le fait d'être immobile, c'est la stagnation. Un exemple de générativité. Bon, pour Erikson, lui, c'est d'avoir des enfants, c'est déjà un exemple de générativité, de les soutenir puis de les guider vers leur autonomie, ça fait partie de la générativité. Ça peut être aussi de jouer le rôle de mentor pour quelqu'un, pour un collègue, un jeune collègue qui arrive dans le milieu du travail, bien, on le guide, on lui donne des trucs. Ça peut être aussi un cabinet, par exemple, un cabinet médical. Un jeune médecin vient se joindre au cabinet médical, puis tranquillement, pas vite, on lui laisse des plages horaires, puis éventuellement, même, ça va être lui qui va prendre la relève dans ce cabinet-là. Jouer le rôle d'un mentor, c'est la générativité. Tu penses à la génération qui suit, même si ce n'est pas tes enfants. C'est pour ça que la générativité peut se vivre même si on n'a pas d'enfants. Certaines personnes, un professeur par exemple, qui a travaillé toute sa vie, qui a monté des documents, des outils, peut transmettre ces outils pédagogiques-là aux jeunes professeurs qui viennent d'arriver pour les aider à préparer leur cours, à bien se lancer dans le métier, dans la profession. Ça, c'est une forme, c'est une façon de générativité, de vivre la générativité. Il y en a que ça va être à travers des œuvres d'art aussi. Donc, ils vont communiquer qui ils sont à travers les œuvres d'art, puis c'est une façon de laisser sa marque. Vous voyez? Ils ont toujours aimé faire de la peinture, mais là, ils vont vraiment se consacrer beaucoup à ce qui était un loisir, et ça devient vraiment le sens de leur vie. L'écriture, devenir écrivain, c'est quelque chose qui peut avoir fait partie de la vie de la personne, mais là, elle décide qu'elle s'investit plus à l'intérieur de ça, donc elle lègue ça aux générations suivantes. S'impliquer comme bénévole dans un OSBL, c'est une façon de vivre la générativité. On donne de notre temps, ce temps-là qui nous est libéré parce qu'on a pu à s'occuper de façon aussi intense de jeunes enfants. Ils sont rendus des adolescents et des jeunes adultes, mais on veut donner de soi, partager avec d'autres nos ressources. C'est ça qui est de la générativité. Je connais une dame, elle, c'est ça, elle travaille dans les cuisines communautaires. Elle travaille bénévolement. Donc, elle s'implique pour aider, pour préparer des repas. Elle a un talent, un grand talent dans la cuisine. Elle adore faire de la cuisine. Eh bien, elle s'offre comme bénévole. Puis, pour elle, c'est un moment de socialisation qui est vraiment agréable aussi avec les personnes qui font comme elle, qui offrent aussi leur temps pour aider les plus démunis. OK, on a eu des exemples de générativité. Maintenant, la stagnation, c'est quoi?
Ben c'est l'inverse. C'est que tu fais rien pour te renouveler. Tu fais rien pour aller de l'avant. Tu restes sur tes positions. Dans ton travail, tu as beaucoup d'expérience, mais au lieu de la partager, ben, tu la gardes pour toi, puis tu fais même résister à tous les changements. Tu résistes à la nouveauté. Une personne arrive dans l'usine où tu travailles, un jeune homme qui arrive avec une nouvelle expertise, tu refuses. Non, tu ne changeras pas ma façon de faire. Ça fait 35 ans que je travaille comme ça, puis ça marche de même, puis ça ne m'intéresse pas d'apprendre d'autres choses. Ça, c'est de la stagnation. Donc, je reste là. Qu'est-ce que ça fait? C'est que ça va faire qu'autour de cette personne-là, les gens vont carrément l'abandonner. Il devient inintéressant par sa rigidité. Et puis souvent, ces personnes-là, quand ils sont comme ça au travail, ça se répercute aussi dans la vie de couple, dans la vie de famille. Ça fait quelqu'un de borné, d'inintéressant, puis qui reste tout seul dans son coin. Lui, la solitude le guette. La crise de l'âge mûr, ou la période de transition, qui est l'âge mûr, elle est marquée par ce qu'on appelle la crise de la quarantaine. Je vous ai déjà mentionné des choses par rapport à la crise de la quarantaine, que dans les faits, ça n'existe pas comme tel. C'est une transition, oui, mais on ne peut pas dire que c'est à 40 ans que ça se passe, parce qu'il y en a que ça va être à 45 ans. Il y en a que ça va être à 50 ans. Ces personnes-là vont vivre des grands changements dans leur vie, des grands revirements. Mais ce n'est pas universel. Toutes les personnes ne vivront pas ça grand éclat. Là. Je quitte ma femme, mes enfants, je m'achète un voilier puis je m'en vais faire le tour du monde. Là, vous allez dire, oups, on aurait-tu affaire à quelqu'un qui est bipolaire puis qui fait un épisode maniaque? Possiblement, là. Mais non, ce concept de crise-là, c'est plus une réalité aujourd'hui. Parce que les forces adaptatives que l'on a vont faire en sorte que pour plusieurs personnes, ça va passer en douceur plutôt que grand revirement de situation dans tous les domaines, dans tous les plans de la vie de cette personne-là. Ce qui demeure vrai dans ce qu'on appelait la crise de la quarantaine, c'est quand même la période de questionnement que tout homme, toute femme va traverser, mais avec plus ou moins d'importance. Il reste qu'au mi-temps de la vie, les gens se demandent qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce que je souhaite faire, est-ce que je suis à la bonne place? Pour certains, oui, c'est ça, les plans, je suis les plans, c'est un peu ça. J'avais choisi de faire ça, puis à tel moment, je vais prendre ma retraite, puis là, je vais avoir un chalet, puis tout ça rentre. On fait juste faire le point, oui, c'est correct, je reste dans la même voie. Pour d'autres, cependant, ça fait non, je ne veux plus ça du tout. Et c'est là qu'il va y avoir les grands revirements. Mais ce n'est pas universel. Le questionnement, lui, il l'est. Il y en a que le questionnement est très profond et que les réponses sont importantes. Puis il y en a d'autres que le questionnement peut être très profond et que la réponse va être stagnation. Vous comprenez? Les relations familiales, donc les parents d'âge mûr par rapport à leurs enfants, qui sont des adolescents et des jeunes adultes, comment ça se passe? Au risque de me répéter, ce qu'on appelle le syndrome du nid vide ou syndrome du nid déserté, eh bien, c'est une phase de transition qui est vécue par des parents quand le petit dernier quitte la maison. C'est vécu négativement. Quand on parle de syndrome du nid vide, c'est vécu négativement. Pour beaucoup de gens d'âge mûr, quand le petit dernier part, c'est la liberté 55. Mais pour certains autres, on dit surtout les mères, hein? Les mères qui ont consacré leur vie à l'éducation, aux soins des enfants, et puis que là, le petit dernier part pour les études, eh bien, pour elles, ils ont de la difficulté à redéfinir leur rôle, parce que leur rôle était entièrement défini par le fait d'être maman qui s'occupe de ses petits poussins. Pour ça qu'il y a des parents qui vont essayer de garder attachés
Ils vont les ficeler dans le nid et rendre les enfants très dépendants d'eux parce qu'ils ont peur de ne plus avoir l'identité. Leur identité, c'est ça. Je suis une maman qui prend bien soin de mes enfants. Alors, remets-toi-en, maman, parce que là, je vais voler de mes propres ailes. Sortez du nid. Autre phénomène qui ressemble à un nid vide. Le nid vide, ben, l'enfant s'en va, maman s'ennuie. Là, l'enfant a sorti du nid, mais ça ne marche plus en dehors du nid, et qu'il retourne à la maison. Pour différentes raisons. Des difficultés financières, des difficultés affectives, séparation. Et souvent, même, il y a des personnes qui étaient en couple, qui ont eu des enfants, qui vivent une séparation, et on ne sait pas trop comment gérer ça. La conjointe a gardé la maison, on a la garde partagée des enfants, mais on s'en va où, là? Où puis-je m'en aller? Toc, 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 à la porte. Papa, maman, peux-tu nous accueillir, les enfants et moi, pour quelque temps? Le temps que je me trouve une autre résidence, le temps où je me trouve un travail, ça peut être une perte d'emploi. Les parents, on peut compter sur eux et ils vont être ravis d'accueillir leur enfant, bien sûr, dans la mesure où c'est transitoire. Si c'est pour perdurer dans le temps et que ça crée à nouveau une dépendance de la part de l'enfant ou une codépendance, hein, parent-enfant, on retourne avec maman poule puis son petit enfant qui vit dans le sous-sol. C'est néfaste, c'est négatif de part et d'autre. Voilà. Alors, on boomerang, là, mais porte tournante, faut ressortir. Hein? C'est comme à l'aéroport, là, tu rentres. Allez, on retourne dans le trafic. Le rôle de grand-parent apparaît à l'âge mûr pour bon nombre d'entre nous. Et oui, il y en a que ça peut même aller début de la quarantaine deviennent grands-parents parce qu'eux ont eu leur enfant tôt et leurs enfants ont suivi leurs traces, ont eu des enfants tôt. Eh bien, ce rôle de grand-parent-là est joué de différentes façons parce qu'on est différentes personnes. Il y a différents contextes aussi. Une grand-mère de 45 ans qui est encore sur le marché du travail, elle va l'être encore pour un bon bout de temps. Donc, elle n'a pas tout son temps à consacrer à ses petits-enfants. Si devenir grand-parent arrive au moment où la femme, elle est à la retraite, et puis qu'en plus, elle est prête à accueillir ses petits-enfants à la maison durant le temps que leur propre mère travaille, c'est un autre type de relation qu'elle va développer avec les petits-enfants. Donc, c'est ça. La distance. Si concrètement, ils vivent, tout ce beau monde-là, vivent dans la même ville, ils ont des chances de se voir plus fréquemment. Si les grands-parents ont du temps, sont disponibles les fins de semaine, s'ils ont un lieu adapté pour recevoir les enfants, adapté dans le sens où ils ont des choses intéressantes à leur proposer, quel est le niveau d'énergie de ces grands-parents-là, tout ça va faire des relations bien différentes les unes des autres. Quand je parle de distance, bon, dans la même ville, à distance, si on est à 900 km, si les grands-parents sont à 900 km et que les petits-enfants ne les voient que 2 fois par année, l'été et durant le temps des fêtes, c'est certain que cette relation-là ne sera pas la même que s'ils les voyaient presque au quotidien. Le lien, l'attachement ne sera pas le même. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir 0 attachement, mais ça va être un attachement de moindre degré, puis souvent, les personnes vont dire, ben moi, je ne la connais pas vraiment, ma grand-mère, je ne l'ai pas vue souvent, c'est ça. Puis d'autres vont dire, non, moi, ma grand-mère, c'est ma deuxième mère. Vous voyez? Parfois aussi, ce qu'on a remarqué, les grands-parents, quand les enfants avancent en âge, il se peut que même à l'adolescence, ils deviennent plus proches émotionnellement, vont plus communiquer avec leurs grands-parents qu'avec leurs parents. Pourquoi? Parce que on sait que dans la période de l'adolescence, il y a parfois des conflits entre enfants et parents. Donc, la personne d'âge mûr, hein, bon, qui va chicaner avec son adolescent, puis on a l'impression, l'adolescent a l'impression que son parent d'âge mûr ne le comprend pas. Il peut avoir peut-être plus de facilité à communiquer avec son grand-parent, va trouver plus une sécurité affective, va même dévoiler des choses qu'il ne dévoilerait pas à ses parents par peur d'être jugé ou d'être puni pour certaines choses. Alors, le rôle de grand-parent, il peut être très diversifié. Ils transmettent quoi? Ben, des traditions,
des valeurs sociales, l'histoire de la famille aussi, les valeurs familiales, des moments, moi je me souviens des moments, je me suis rapprochée énormément de ma grand-mère, qui restait vraiment très loin d'où je demeurais. Je me suis rapprochée d'elle au moment de faire mes études universitaires. Avant ça, je ne la connaissais pas du tout. Puis pendant des années, le temps de mes études, j'allais la voir régulièrement, puis elle me racontait comment c'était dans son temps. Ah, c'est fascinant! Mais quelles belles histoires! Puis elle me racontait ça avec tellement de passion, ce qu'elle avait vécu, une lucidité incroyable. Donc ça, là, ce bagage, cette histoire-là qu'elle me contait, ben, elle me léguait, c'est le legs des grands-parents de faire ça. Elle m'a montré des choses aussi, elle m'a montré à faire de la couture. Elle m'a aidé beaucoup dans les travaux manuels parce qu'elle était très habile dans ça, puis moi j'avais un intérêt pour ça. Donc, chaque grand-parent y va avec qui il est, puis parfois, ben, c'est un peu plus tard dans la vie de l'enfant qu'il va retrouver son grand-parent. Moi, mon rôle de grand-mère, il n'est pas très, très présent. Pas beaucoup. Parce que la distance me sépare de mes petits-enfants. Et puis, je suis toujours sur le marché du travail. J'ai donc beaucoup d'occupations par rapport à ma profession. Et on n'est pas proche géographiquement. Alors, quand je les vois, oui, ce sont des grands moments de bonheur. Puis des moments aussi où je donne du répit à ma fille, parce qu'elle est monoparentale. Elle a 2 enfants. Donc ça, je suis fière de pouvoir faire ça. On passe des beaux moments, mais j'apprends à les connaître. Si j'avais été plus âgée, plus libre, eh bien, oui, j'aurais passé plus de temps avec eux, ça c'est certain. Mais je ne suis pas sûre que j'aurais eu la même énergie que j'ai encore aujourd'hui. Voilà, donc c'est à moi de choisir comment je veux bâtir ça. C'est le grand-parent qui choisit la place qu'il va prendre auprès du petit-enfant. Parce que le petit-enfant, ben lui, c'est pas lui qui peut dire je vais débarquer chez grand-maman. Il peut dire à sa mère je peux-tu appeler grand-maman? Oui, on va appeler grand-maman. Permettre de faciliter le lien. Il n'y a pas de pouvoir sur le temps que je peux consacrer à cet enfant-là, à ces enfants-là, ces petits cœurs-là. Vous avez souvent entendu dire que quand les personnes deviennent grands-parents, ils sont beaucoup plus souples dans la discipline que dans le temps où ils étaient parents, eux-mêmes parents. C'est un fait, pour la simple et bonne raison que quand on devient grand-parent, on n'a pas la responsabilité au quotidien de l'enfant. Le temps qu'on passe avec lui n'est que temps de qualité. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas de discipline. Oui, la discipline va se faire quand même, mais c'est des moments de loisir, c'est des moments de pur plaisir, des moments où on se roule sur le sol, carrément, avec les enfants. Dans ce temps-là, ben, c'est sûr que nos enfants à nous disent « Tu faisais pas ça avec nous autres quand on était jeunes? Je me rappelle pas que tu faisais ça. » J'étais occupée à faire d'autres choses, je pense. Hein? Sûrement, je suis occupée à faire d'autres choses. Donc, ça, c'est une des caractéristiques. Mais si vous avez des grands-parents qui sont plutôt froids, ils ne se rouleront jamais sur le sol. Ça, c'est un fait. Là. Ça n'arrivera jamais. Ben, vos parents, je veux dire, qui sont plutôt froids, puis c'est possible qu'ils ne le fassent pas non plus et qu'ils ne soient pas fascinés par vos enfants. C'est la place qu'ils veulent prendre, c'est celle qu'ils veulent bien prendre par rapport aux enfants. Il faut que ça les intéresse. On ne peut pas leur imposer ça. Tout comme on ne peut pas forcer un enfant à dire « va voir grand-maman », « va donner un bec à grand-maman ». Il faut que ça vienne d'eux-mêmes. Il faut que la relation s'établisse de part et d'autre. Il faut la faciliter, tout simplement. Il y a malheureusement des contextes dans lesquels les grands-parents ne peuvent plus avoir accès à leurs petits-enfants. Quand on pense à certaines séparations, des séparations qui sont problématiques, eh bien, et des parents qu'on dirait qui sont immatures, qui vont priver les petits-enfants de voir les grands-parents parce que les parents d'origine des enfants, les 2 parents, et ne s'entendent pas. Et ne veulent pas rester en contact avec la famille de l'ex. Vous voyez un peu le portrait. Donc,
Ça, c'est une très, très, très mauvaise chose à faire. Un parent qui est mature va permettre à ses enfants d'aller voir les grands-parents, même s'il est en mauvais termes avec son ex-conjoint. Même chose pour les grands-parents, il faut qu'ils puissent être ouverts à accueillir les enfants chez eux sans faire de médisance par rapport aux parents, à l'autre parent qui a quitté leur enfant. En tout cas, j'ai de la misère à vous mettre ça tout en... Donc, c'est ça, il faut faire attention quand il y a des séparations, que les enfants ne soient pas hautement perturbés là-dedans. Il faut maintenir, le plus on maintient de liens de qualité après une séparation, plus les enfants vont bien se porter, puis vont garder une image positive de ce que sont les relations parentales. On a parlé tantôt que les personnes d'âge mûr avaient beaucoup d'aspects à négocier avec leur adolescent et jeune adulte. Le rôle de grand-parent vient de s'inscrire à l'intérieur de ça. Mais là, il y a un autre rôle à jouer. Un rôle qu'on attribue au stade de ce qu'on appelle la maturité filiale. Ce qui se passe, c'est que chez l'adulte d'âge mûr, il doit évaluer qu'est-ce qu'il peut faire pour son parent ou ses parents qui sont âgés, dans quelle mesure il peut investir, il peut et il doit investir auprès de ses parents. Parce que oui, plus la personne avance en âge, plus il y a de risques qu'elle perde de l'autonomie. Quand les deux parents sont encore vivants, dans une certaine mesure, la personne d'âge mûr peut compter qu'ils prennent soin l'un de l'autre encore. Et ça, c'est quand ces deux parents ont encore les capacités. Mais si un des deux a des difficultés, des problèmes de santé importants, ou si même ils sont veufs ou veuves, eh bien, ça va demander de la personne d'âge mûr de s'investir davantage auprès de leurs parents. Ça se fait tout naturellement. Ça se fait avec un grand cœur. C'est notre parent. La relation qu'on a tissée avec notre parent, elle se continue, c'est une bonne relation, elle va se continuer même quand on avance en âge. Mais les exigences vont être différentes. Ce qui est difficile pour les personnes d'âge mûr, c'est de percevoir à partir d'un certain temps que leur parent n'est plus leur pilier. Il a longtemps été leur pilier. Même quand on est un jeune adulte, notre parent, qui est un parent d'âge mûr, on le considère encore comme notre pilier, notre source de sagesse. La personne à qui on peut confier, qui va nous aider, même quand on a des décisions à prendre, on va demander conseil auprès de nos parents. Les parents avancent en âge, et là, c'est là qu'on voit qu'il y a un inversement des rôles. Surtout quand la personne âgée devient plus dépendante et qu'il y a une perte de capacité. C'est dans ce sens-là. Et puis, dans cette maturité filiale-là, il faut que, comme personne d'âge mûr, elle s'occupe de ses propres besoins, puis qu'elle réalise dans quelle mesure le parent âgé a des besoins, puis comment il peut y répondre. Parfois, c'est par sa présence, et parfois, c'est en trouvant des gens pour combler les besoins qu'elle ne peut pas faire pour X raisons. À cause de la distance, parce qu'il travaille encore, puis qu'elle n'est pas libre 24 heures sur 24, selon les incapacités que présente le parent âgé. Donc, tout ça, ça peut être très exigeant pour la personne d'âge mûr. Quand ils sont plusieurs enfants à pouvoir se relayer auprès d'une personne qui avance en âge, c'est positif, surtout si ces personnes d'âge mûr-là sont des frères et sœurs qui s'entendent bien. Ce n'est pas toujours le cas. Il y a des situations qui deviennent très, très complexes et qui relèvent parfois juste sur un membre de la famille sur qui repose toute la prise de décision et la gestion des problématiques entourant le parent vieillissant, ou les parents vieillissants. Quand on traverse le stade de la maturité filiale, donc qu'on réalise que nos parents vont avoir des besoins qui n'étaient pas présents avant et qu'on doit être là pour eux, eh bien, s'installe la crise filiale. Qu'est-ce que c'est? C'est que l'adulte d'âge mûr va devoir trouver un équilibre entre
leur devoir et leur affection à l'égard de leurs parents vieillissants et ce qui relève d'eux-mêmes, la distance qu'ils doivent prendre par rapport à ça. Ne pas s'abandonner complètement pour soutenir les parents, s'oublier et devenir malade. Oui, je le dis, malade de prendre soin de tes parents malades. Ça peut arriver aussi. Quand les gens s'investissent beaucoup comme aidants naturels, il y en a qui éprouvent beaucoup de difficultés, d'anxiété et même de dépression, d'épuisement physique et psychologique. Alors c'est ça, la crise filiale devrait permettre d'avoir un équilibre là-dedans pour qu'il y ait une certaine réciprocité qui soit engagée et puis qu'on ne s'épuise pas à soutenir ses parents, il faut qu'ils nous apportent quelque chose aussi en retour. Même si c'est un parent qui est lourdement en perte d'autonomie, si le fait d'aller le voir régulièrement nous fait du bien, eh bien, on va poursuivre dans ce sens-là. On n'est pas obligé d'aller à faire tous les soins auprès de cette personne-là si ça devient trop exigeant. Être capable aussi d'abandonner cette idée-là, même si on dit « je lui dois bien ça ». Trouver des ressources pour le faire à notre place, pour toujours garder dans la mesure du possible la meilleure qualité de lien. Et dans cette crise filiale-là, c'est aussi là qu'on peut voir que ça bascule. Quand on parle de violence faite aux aînés, ce sont des parents d'âge mûr qui, voyant que leurs parents sont en perte d'autonomie, peuvent commencer justement à vivre cet irritant-là ou à vouloir profiter de leurs parents. On dit des violences économiques, il y a des violences physiques, il y a différentes des violences verbales. Donc, c'est de la maltraitance faite aux aînés et ça peut venir de leurs propres enfants. Ça, c'est des choses à, vraiment pour lesquelles il faut être vigilant dans le cadre d'un travail comme intervenant social. Si on a des doutes par rapport à ce qui peut se passer, puis souvent les personnes âgées ne dénonceront pas leur propre enfant par peur que ça soit pire, et aussi par peur de ne plus avoir personne autour d'eux, par peur de ne pas être cru. Donc, c'est cela. Donc, la maltraitance faite aux personnes âgées, c'est un sujet qui a longtemps été tabou. Maintenant, on commence à mettre le doigt sur cette problématique-là pour protéger nos aînés. Dans la résolution de la crise filiale, il est possible qu'une personne d'âge mûr fasse le choix de devenir le proche aidant pour son parent âgé. Donc, qui va le prendre en charge, va le prendre sous son aile et s'occuper entièrement de répondre à ses besoins et sans être rémunéré. Donc, c'est un sacrifice important. Cette personne-là peut avoir à quitter son emploi, à adapter son logement pour accueillir son parent qui est en perte d'autonomie. Alors, c'est une question vraiment qui est importante à se poser et c'est une implication qui est très, très grande de la part de la personne d'âge mûr. Vous comprendrez qu'elle est sujette à épuisement aussi. D'ailleurs, les photos que j'ai mises là, c'est Chloé Sainte-Marie qui est avec son conjoint, Gilles Carle. Gilles Carle était atteint de la maladie de Parkinson. Et puis, les 18 dernières années de son existence, Chloé s'est consacrée à prendre soin de lui. Tu sais, ses habiletés diminuaient à la fin de sa vie, il ne pouvait même plus parler. Donc, cette jeune femme-là a carrément mis de côté sa carrière par amour pour son mari. 30 ans d'âge les séparait, cependant. Donc, lui était plus âgé. Bien sûr, elle avait plus, on peut dire, l'énergie, la force physique et tout ça, mais il reste que c'est son conjoint. C'est son conjoint qui était en perte d'autonomie. Et ça a été très, très dur pour elle de le voir partir tout doucement, d'aller vers la mort. Et c'est dans ce contexte-là qu'on parle de deuil blanc. J'ai mis un petit lien aussi d'aidants naturels dans lesquels, entre autres, il y a le cas d'une dame. Elle, c'est son mari. Elle a choisi de se consacrer à soutenir son mari le plus longtemps possible. Lui est atteint de la maladie d'Alzheimer. Et elle nomme aussi avec beaucoup d'émotion ce que ça lui fait vivre de voir son mari ne plus être l'homme qu'il était. Et
son besoin de dépendance, les réactions aussi que son mari a parfois, des colères, ça change au niveau de la personnalité aussi, là, cette maladie-là. Donc, vous avez l'occasion de le regarder si le sujet vous intéresse. Le lien, il est là pour vous. L'expression deuil blanc, eh bien, c'est utilisé dans le cas où une personne est touchée par une maladie neurodégénérative et que la personne qui en prend charge, elle le voit tout doucement changer. Changer au niveau de la personnalité, au niveau des capacités physiques, des capacités intellectuelles. Donc là, c'est comme on se prépare à perdre cette personne-là graduellement dans tout ce qu'elle était avant. Comment c'est vécu par la personne, l'aidant ou la personne qui accompagne la personne qui a une maladie neurodégénérative? Eh bien, ça peut être vécu avec, oui, beaucoup d'affection, de tendresse, de compassion, mais il peut y avoir aussi de la colère, de la frustration, de la peine, un sentiment d'impuissance, parce que tu n'y peux rien et tu vois la personne que tu aimes plus que tout au monde se transformer, tu ne le reconnais plus. Tu ne l'as jamais connu comme ça et tu ne le reconnais plus. Puis dans certains cas, dans certains troubles neurologiques, bien sûr, même cette personne-là peut ne plus te reconnaître ou te prendre pour quelqu'un d'autre, ne même plus savoir quel est ton nom. C'est une adaptation, puis dans certains cas d'Alzheimer, parfois cette dégringolade-là est assez rapide. Dans d'autres cas, elle est plus graduelle, mais il reste que c'est des pertes. C'est ça le deuil blanc. Tu perds la personne que tu côtoyais avant. De là, l'importance d'avoir un réseau de soutien de qualité, puis d'avoir des répits, des temps d'arrêt. Quelqu'un d'autre s'occupe de la personne pour aller se ressourcer. La place du travail chez la personne d'âge mûr, eh bien, est appelée à se modifier, elle aussi, comme beaucoup de choses à l'âge mûr qui se modifient. Les gens peuvent être encore très satisfaits de leur investissement au travail, mais certains vont préférer se retirer graduellement en guise de préparation à la retraite. Vont, par exemple, réduire leurs heures de travail graduellement pour que le temps qu'ils libèrent là, c'est pour s'investir dans des activités personnelles qui vont poursuivre après, rendu au moment de la retraite. Alors, c'est un peu ce qu'ils vont faire. Puis, il y a d'autres personnes qui, elles, au contraire, vont rester à l'emploi jusqu'à un âge très avancé. Pour eux, même la question de retraite, ils ne se voient pas en train de prendre leur retraite. On va voir ça plus dans les professions libérales ou chez les dirigeants d'entreprise qui vont quand même déléguer tout doucement des tâches qu'ils faisaient habituellement pour se libérer du temps, pour avoir du temps de qualité. Et aussi, on sait que le niveau d'énergie baisse, la capacité de réponse aux demandes énergétiques en vieillissant, capacité de réserve qu'on appelle, elle est diminuée. Alors, c'est ça qui explique le pourquoi on veut se retirer tout doucement. Chez certaines personnes, eh bien, l'âge mûr, ça peut être un point tournant aussi au niveau de leur carrière. Certaines personnes se retrouvent vraiment, ils vont se dire, je suis saturée, je suis tannée, je suis écœurée du travail. Même si c'est un travail qui leur plaisait beaucoup, puis pendant des années, ils se sont investis dans ce travail-là avec passion, une écœurite peut arriver aussi, un désenchantement. Et puis, ils vont se tourner vers un intérêt. J'ai toujours rêvé de faire de la menuiserie, j'ai toujours rêvé de faire de la mécanique. J'ai toujours rêvé de me lancer dans l'écriture. Alors, ils vont mettre de côté l'emploi précédent et puis vont se lancer dans des études plus ou moins longues pour réaliser une seconde carrière. Et puis ça donne un nouveau souffle, un nouvel oxygène. Ça donne un petit coup de fouette à la personne. Elle se sent plus jeune. D'embarquer dans quelque chose, dans un nouveau projet, c'est stimulant. C'est mieux de faire ça que de rester au même endroit et puis de se sentir un peu, je sens que je meurs à petit feu ou j'ai plus ma place, j'ai plus autant de plaisir, ça l'a trop changé.
Certaines personnes d'âge mûr vont le faire un temps et retourner après ça. Alors, on dirait, ils retournent à leurs premiers amours. Ils ont eu besoin d'un petit peu vivre autre chose pour retourner, soit après avoir pris une formation supplémentaire, retourner, mais avec une nouvelle énergie. Ça aussi, c'est des choses qu'on peut voir à l'âge mûr. Donc, mais le désir de, j'en avais parlé, c'est plus pour la femme qu'on va le voir, le désir de faire autre chose, voir autre chose, puis de porter un projet pour soi est plus présent dans la fameuse crise de la quarantaine. L'homme, lui, ça va être de pousser à un niveau supérieur, mettons, le travail qu'il a déjà. Donc, il peut aller partir pendant un an et demi, aller avoir une formation en administration, par exemple, pour revenir après ça à son poste, mais en fait à un nouveau poste de direction qui convoitait. Là.